20h sur la télévision Futur Média. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Jour de vérité pour les candidats au baccalauréat. Dans plusieurs centres d'examen, les résultats sont disponibles ce mercredi. Au lycée Maurice Delafosse, malgré l'envoi de SMS pour éviter les rassemblements notés lors de la traditionnelle séance de délibération, les élèves ont fait le déplacement. Le variant Delta, toujours aussi tenace, continue de sévir. 29 décès enregistrés en 24 heures, un record jamais atteint depuis le début de la pandémie. Et pourtant, malgré cette inflation macabre, nombreux sont les Sénégalais qui ne croient toujours pas à l'existence de la maladie. Et bien, pour tenter de les convaincre ce soir, le témoignage d'un compatriote frappé par la Covid-19. Il nous décrit son calvaire. Son nom, Bassirou Kébé, vous l'entendrez dans ce journal. Avec plus de 600 décès enregistrés chaque année, la route aussi meurtrière que la Covid-19. 13 morts, c'est le bilan macabre d'un accident survenu ce mardi dans le département de Podor. Le ministre des Transports, présent sur les lieux du drame, recommande prudence et vigilance aux chauffeurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec le bac. Et pour de nombreux candidats, ce mercredi était jour de délibération au lycée Maurice Delafosse. Sur 400 candidats répartis entre deux séries, et bien plus de 100 ont été admis au premier tour. Et dans un contexte de pandémie, ces élèves, vous allez le voir, ont pu échapper à la légitime angoisse relative à l'attente des résultats, puisque ces derniers leur ont été communiqués par SMS avant affichage. Les détails, c'est avec Aminata Mbaresso, Younous Diatta, reportage. Aminata Ndoye a tenu à faire le déplacement malgré ce message de l'office du bac lui indiquant qu'elle est admise au premier tour. Je l'avais déjà reçu à 13h, mais il fallait vérifier pour être sûr, c'est mieux, parce qu'il pourrait y avoir des erreurs et tout. À l'instar de cette nouvelle bachelière, plusieurs candidats ont fait le déplacement dans leur centre d'examen, tous attendant l'affichage des listes, cela en dépit des SMS de l'office du bac. J'ai vu mon nom, je l'ai eu. Mention passable. Merci beaucoup. Une mention bien, 12 mentions assez bien et plusieurs autres passables. La présidente du jury 1735 fait le bilan des premiers résultats du baccalauréat général. Au niveau de L', la série L'1, nous avons 200 candidats. Le nombre d'admis, c'est 65, donc un taux de 32,5%. Et pour le cas des admissibles, nous sommes aussi à 65, donc dans le même taux, 32,5%. En L2, la série L2, nous avons aussi 200 candidats, dont 45 admis d'office, avec un taux de 22,5%, et les admissibles sont au nombre de 58, soit un taux de 29%. Nous avons une mention bien et 12 mentions assez bien. Ouais. Tout le reste, c'est des mentions passables. Ouais. Le baccalauréat général session 2021 commence à livrer ses secrets. Dans ce centre, deux jurys ont composé, le jury 1735 et le jury 1734. Et pour la deuxième fois consécutive, les résultats ont été envoyés par SMS aux candidats avant les affichages. Allez, après l'éducation, la santé, 29 décès déplorés en 24 heures, plus de 63 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Décidément, le variant Delta donne du fil à retordre au personnel soignant. La situation épidémiologique risque d'aller de mal en pis si la courbe ne fléchit pas, et pour cause, les lits de réanimation font défaut. Sur les 44 lits que comptent les CTE de Dakar, eh bien, il n'en reste plus qu'un seul de disponible. Les explications, c'est avec Ibrahim Akan. C'est un record jamais enregistré depuis le début de la pandémie au Sénégal. 29 nouveaux décès, un bilan plus que lourd au moment où le variant Delta continue sa progression, 498 nouvelles contaminations. Dans le bilan macabre du jour, c'est Dakar, toujours épicentre de la maladie, qui trône en tête avec 14 décès, dont 6 à l'hôpital d'Al Aldiam et 15 dans les régions. Au total, 15 hommes,
13 femmes et une personne dont l'identité n'a pas été révélée ont été emportées par la Covid. Le plus âgé avait 90 ans, alors que le plus jeune n'avait que 51 ans. Loin d'inciter à la peur, les chiffres font froid dans le dos et devraient interpeller tout un chacun quand on sait que la disponibilité des lits de réanimation risque de poser problème si la courbe ne fléchit pas. Alors que 63 cas graves sont notés dans le bilan du jour, Dakar ne dispose plus que d'un lit de réanimation sur les 43 que comptent les CTE installés dans la région. Ailleurs, c'est 13 lits qui sont disponibles sur les 34 répartis dans les régions. Une situation alarmante avec toute la difficulté liée à la prise en charge correcte des cas graves. Pour se prémunir, la vaccination, elle, semble avoir de la cote dans ce contexte de troisième vague. À ce jour, 900 914 personnes ont reçu au moins une dose et 487 239 personnes sont complètement vaccinées. Les quelques statistiques pour compléter ce bilan. Depuis le début de la pandémie, sachez que plus de 1400 cas de décès ont été enregistrés, plus de 64 000 cas déclarés et plus de 14 000 personnes ont été sous traitement. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, la réorganisation des services hospitaliers annoncée tantôt par le ministre de la Santé, bien accueillie par les professionnels, c'est le cas du docteur Mamadou Mansour Diouf, anesthésiste, réanimateur. Cet ancien militaire recommande toutefois que l'armée soit impliquée. Il recommande donc que les hôpitaux de campagne de l'armée sénégalaise soient mis à disposition des populations. Nous écoutons le docteur, il était l'invité de la matinale. Reportage Fatou Kinedem. C'est une mesure. À l'heure où la troisième vague du Covid-19, principalement due au variant Delta, continue de faire ravage, l'État du Sénégal tente de réorganiser les services hospitaliers. Toutefois, des experts préconisent une nouvelle méthode supplémentaire relative aux cas graves. Donc, il faut déprogrammer toutes les interventions non urgentes, transformer les salles de réveil des blocs opératoires en unités de soins intensifs ou alors en unités de soins continus pour venir soulager les services de réanimation, c'est-à-dire c'est des services qui sont en amont des services de réanimation, donc qui sont un service tampon entre les formes non graves et les formes graves de réanimation, donc c'est-à-dire les formes sévères. L'intérêt de déprogrammer ces interventions, c'est que le parc des respirateurs d'anesthésie va venir en renfort au parc des respirateurs de réanimation qui est insuffisant. Ça, c'est un. La deuxième chose, ces salles de réveil qui vont être érigées en unités de soins intensifs doivent être équipées d'appareils d'oxygénothérapie. Dernier exemple en date concernant la réorganisation des services hospitaliers, la gratuité de l'oxygène dans les CTE privés. Il ne s'agit pas simplement d'amener des tonnes et des tonnes d'oxygène. Ça ne suffit pas. Mais cet oxygène, il faut qu'il soit délivré aux malades par des appareils bien spécifiques. Il y a des appareils qu'on appelle les Optiflow. Alors les Optiflow, c'est un système d'oxygénothérapie à haut débit. Parce que le malade qui est atteint de coronavirus, qui a des poumons qui sont atteints à des pourcentages très importants, a besoin de quantités astronomiques d'oxygène, à un débit très élevé. Ça coûte quasiment rien. Il faut équiper donc ces salles de réveil-là avec ces appareils-là qu'on appelle les Optiflow. Et nous-mêmes, nous sommes volontaires pour venir former le personnel sur place. On est volontaire pour venir les former. C'est une formation accélérée. Très rapidement, en 24 heures, on les forme à l'utilisation de ces appareils-là. En temps de guerre ou encore de pandémie, l'armée a toujours joué un rôle important dans la gestion de blessés ou de malades. Et justement, en ces temps de crise, il faut sortir l'artillerie lourde, recommandent les experts. Moi, j'ai proposé de mettre à contribution les forces armées, notamment par son service de santé. Le service de santé des armées a ce qu'on appelle des hôpitaux militaires de campagne qui sont déployables sur le terrain. Donc, imaginez, si on déploie un des hôpitaux militaires de campagne sur le site, par exemple, de Dakar Arena, là-bas à Diamniadio, qui est un site stratégique de Carrefour, donc pour absorber tous les patients là qui ne sont pas pris en charge dans les CTE de ces régions-là, que ce soit dans le secteur nord, le secteur centre, etc. et tout, par défaut de place. Donc là-bas, on peut installer un CTE avec une capacité de 100 lits d'hospitalisation, plus une cinquantaine de lits de réanimation. Ensuite, on en installe un autre sur le site de l'aéroport militaire de Yoff, qui est un site stratégique. Ça permettra de soulager
tous les secteurs qui sont ici, donc de Fann, de Le Dantec, etc. Et tout. Et enfin, un troisième qu'on pourrait installé au niveau de l'arène nationale de lutte pour soulager l'hôpital d'Al Adjam. Autant de méthodes qui devraient apporter des résultats considérables dans la riposte contre le Covid-19 au moment où le Sénégal enregistre 63 nouveaux cas graves et 29 décès. Et nous restons avec le docteur Mamadou Mansour Diouf qui salue la décision des autorités de rendre désormais l'oxygène gratuite dans le privé. Il invite toutefois ces privés à une gestion transparente de cette denrée devenue plus que rare et précieuse de nos jours. Nous l'écoutons à nouveau, toujours au micro de Fatou Kinedem. C'est une mesure qu'on salue, mais attention qu'il faut encadrer, parce que aussi il faut que le privé joue le jeu. Cet oxygène-là qu'on met gratuitement à la disposition du privé, mais c'est pour les malades Covid. Alors il faut que les privés s'organisent pour mettre en place des unités Covid et que cet oxygène soit exclusivement destiné à ces patients. Il ne faut pas faire du détournement d'objectifs. Il n'est pas question que cet oxygène serve à oxygéner leurs autres patients, etc. C'est pour ça aussi que je disais qu'il faut déprogrammer toutes les interventions chirurgicales, parce qu'on sait que dans les cliniques, là, ceux qui utilisent l'oxygène, c'est surtout le bloc opératoire lors des interventions. Donc si vous déprogrammez ces trucs-là, vous pouvez vous assurer que cet oxygène sera utilisé pour les patients Covid. Et puis, oxygène gratuit au profit du privé, certes, mais les professionnels devront encore patienter quelques jours, car pour l'instant, on ne connaît pas la date à laquelle cet oxygène va justement arriver au profit du privé. La plateforme H24, en conférence de presse, a justement abordé la question. Et nous écoutons Abdou Ndiaye, le coordonnateur de H24. Il est au micro d'Abib Faye. Pour ce qui concerne les structures public, le problème ne se pose pas pour la bonne et simple raison qu'effectivement l'État maîtrise tout le processus ayant abouti aujourd'hui à gérer cette question-là. Mais lorsqu'il s'agit des structures privées, il y a d'abord le dispositif organisationnel qu'il faut mettre en place, il y a les protocoles qu'il faudra mettre en place, les conventions avec les différentes structures. Maintenant, le fait que le président ait décidé que cela soit gratuit en un jour ne donne pas à cette décision-là une application immédiate. Tout compte fait, nous espérons que dans peu de jours, aujourd'hui, toutes les structures, que ce soit les structures de contrôle, que ce soit tout ce qui participe quand même au processus d'opérationnalisation de ces décisions, auront pris les dispositions qu'il faut pour que chaque Sénégalais, peu importe la structure sanitaire dans laquelle il se trouve, se sent concerné par cette prise de décision au point d'avoir l'énergie à sa disponibilité sans autant débourser un seul sou. Dans le monde de la lutte, la campagne de vaccination s'annonce timidement, pour ne pas dire faiblement. Ils étaient 3 lutteurs, quelques promoteurs et membres du CNG à faire le déplacement au niveau de l'arène nationale. Une petite affluence pour un exercice qui pourtant va conditionner la reprise de la saison. Les détails, c'est avec Chersadi Boudjara et Alioune Diagne. C'est un démarrage timide pour l'obstention du pass sanitaire dans le milieu de la lutte sénégalaise. Ce n'est pas encore le grand rush des amateurs, managers, promoteurs et surtout des lutteurs à l'arène nationale pour se faire vacciner contre le Covid-19. J'ai pris le vaccin Johnson & Johnson. J'appelle tous mes lutteurs à faire de même. Je suis venu avec un jeune collègue, Guy Guide, mon manager et mon coach. Ce n'est que le début. La campagne va se poursuivre. Les nouvelles mesures imposent à tous les acteurs de la lutte de détenir une carte de vaccination. Tout le monde est au courant. Il y a des lutteurs qui se sont fait vacciner dans leur localité. Ils connaissent l'importance du pass sanitaire. Le pass sanitaire, désormais incontournable pour la reprise des activités de la lutte. Les promoteurs sonnent la mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Donc, j'exhorte tout le monde à se faire vacciner. Leur vie et leurs activités en dépendent. Dans le dossier des lutteurs, le pass sanitaire doit y figurer. Comme ce qu'on fait avec la licence, il faut faire de même avec le certificat médical. Cette campagne de vaccination est à prendre comme un message à envoyer au gouverneur, au ministre des Sports et à toutes les autorités. Ceci est une preuve de notre engagement à lutter contre la propagation du Covid-19. La reprise de la saison passe même par la réussite de cette campagne de vaccination.
Après une évaluation satisfaisante de la campagne de vaccination, la saison va reprendre. Lutteurs, amateurs, promoteurs sont donc avertis. Leur engagement à se faire vacciner peut sauver des vies et la saison de lutte. Allez, on quitte Dakar pour le sud, Sédhiou plus précisément. Sur place, en pleine troisième vague, un constat, les jeunes sont réticents à prendre le vaccin. Seules les personnes du troisième âge se le font administrer. Eh bien, résultat, en l'espace de 10 jours, les cas communautaires ont augmenté. Khalid Djemé, Bakary Konté pour la correspondance. 64 cas de Covid-19 enregistrés au district sanitaire de Sédhiou entre le 19 juillet et le 3 août. 26 cas communautaires, 5 cas contacts et 1 cas grave sont notés. Depuis le 19 juillet à ce jour, on a enregistré 31 cas de Covid-19 au niveau du district de Sédhiou. Maintenant, par rapport à ces cas qu'on a notés en 2021, on a un sexe ratio de 1,3 en faveur des femmes. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui sont plus touchées par rapport à la cohorte que nous avons suivie. Le port du masque, le respect des mesures barrières bafouées dans la localité. L'appel que je lance aux jeunes, c'est de se faire aller vacciner parce que la maladie existe bien à Sédhiou. Le virus est plus dangereux parce que quand on voit, on dirait que ça attrape les jeunes. Ouais. Que les vieux. On demande à la population d'aller en masse se vacciner et faire le port des masques, éviter les rassemblements et aussi savoir que la maladie existe bel et bien. Il est là maintenant, ce n'est pas la lutte des médecins. C'est l'affaire de la population. C'est une lutte communautaire. Plus de 6000 doses de vaccins sont disponibles au district sanitaire de Sédhiou. Mais ce n'est pas le grand rush du côté des jeunes. Les mamans sont sorties, elles sont parties se faire vacciner. Les vieux sont partis se faire vacciner. Les difficultés que nous avons, c'est avec les jeunes. Et là, nous interpellons les responsables d'AEC. Nous interpellons le curé, nous interpellons l'imam, les Baguengor, tout ce qui est responsable dans cette société-là, de sensibiliser les populations pour que nous puissions aller se faire vacciner. Les agents de santé multiplient la sensibilisation dans toutes les localités de la région pour inciter les populations à prendre le vaccin. Et justement, malgré une forte sensibilisation et l'augmentation des cas de décès, ils sont encore nombreux, ces Sénégalais, à douter de l'existence de la maladie. Alors ce soir, pour tous ces sceptiques, le témoignage de Bassirou Kébé. Ce compatriote a été frappé par le variant Delta. Il a raconté son calvaire au micro de Marcel Farba Maroun, Gervais Yaou, reportage. Son existence est remise en cause. Les décès rendent dubitatifs les plus sceptiques. Mais pour ceux qui ont eu à vivre l'expérience du Covid-19, la réalité est tout autre. Cet homme, atteint par la maladie causée par le variant Delta, revient sur les instants qui le marqueront pendant encore très longtemps. Des personnes qui me sont très chères ont été atteintes par le virus. Je devais me rendre à Kermedjebel pour la Tabaski. Le lendemain de la Tabaski, le jeudi, j'ai dit non, je renonce à tout voyage. Le mercredi, jour de la Tabaski, je dis qu'on ne bouge pas. Alors jusqu'à 17h, ça n'allait pas. Grippe, paludisme, coronavirus, les supputations sont nombreuses lorsqu'apparaissent les premiers signes. Comment se sont alors manifestés les symptômes? C'est la grippe, le palu, qu'il faut additionner. Les douleurs, les symptômes, ce qu'on ressent quand on a la grippe et le palu. C'est les deux. Ensuite, on a des courbatures partout. On a mal au corps, la tête. Mais c'est-à-dire que vous êtes essoufflé. C'est que vous ne pouvez rien faire. Bon, par contre, moi, je n'avais pas perdu le goût et l'odorat. Ça, c'est la vérité. Je mangeais. Mais quand même, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mesurer les douleurs que vous ressentez. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression que vous allez même mourir. On ne le répétera jamais assez. Le vaccin ne garantit pas une totale immunité face au Covid-19, mais réduit considérablement les risques et évite les cas graves. Moi, je pense souvent à ce monde rural, mais qui se retrouve dans des loumes, dans les marchés hebdomadaires, etc. Il faut le vaccin, pour éviter les formes graves, mais pour éviter également plus de transmission. Désormais guéri, lui et ses proches, Bassirou Kébé magnifie le travail déployé par le personnel de santé au Sénégal
durant cette période. Il exhorte en outre les populations à respecter les mesures barrières, nonobstant la vaccination, car, on le rappelle, les travailleurs de santé sont à bout de souffle. À Thiès, avec l'augmentation des décès liés à la Covid-19, les morgues sont saturées. Dans certains établissements de santé, plus de 100 décès ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines, ce qui inquiète les gestionnaires de ces structures. Charanta Diop a sillonné pour nous quasiment toutes les morgues de Thiès et le constat est le même. Le détail, c'est avec lui et Seïla Tira. Les infections au coronavirus enregistrées à Thiès ces dernières semaines inquiètent les autorités sanitaires. À l'espace de 2 mois, donc vous prenez Thiès, c'est presque 600 cas de Covid. Donc la région, il y a aussi des décès. Face à cette 3e vague, la brigade régionale de l'hygiène de Thiès a décidé de porter le combat en se basant sur des stratégies, la prévention et le contrôle de l'infection. Les morgues sont ciblées. Au niveau de Thiès, donc comme on l'a constaté au niveau de la région de Dakar, donc il y a une recrudescence aussi des décès dus au corona. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de venir aussi encadrer donc les responsables des morgues. Moussa Sissé, le porte-parole du responsable de la morgue de la grande mosquée de Kermam El Hadj. Pour lui, depuis quelques semaines, la morgue reçoit un nombre impressionnant de décès liés à la Covid-19. Intéressé au niveau du cimetière de Kermam, ce qui veut dire que donc vraiment c'est inquiétant. Entre le 19 et ce jour-ci, il y a eu 103 décès qui ont été recensés au niveau de la morgue la grande mosquée de Kermam El Hadj et qui ont été enterrés au niveau des cimetières de Kermam El Hadj. Ici à Thiès, les populations sont inquiètes. Les éléments du service d'hygiène de Thiès se mobilisent. Ils ont décidé à l'échelle régionale de procéder systématiquement à la désinfection de tous les bâtiments administratifs et les grands lieux de rassemblement. Et parmi les dégâts collatéraux de la maladie à Covid-19, l'année académique écourtée, fermeture ce jeudi du campus universitaire. Les étudiants que vous voyez sur ces images quittent au compte-gouttes le campus de l'UCAD à la cité Claudel. Les étudiants ont plié bagages pour rejoindre leur localité d'origine. C'est le cas de Sarata Mané. Elle est étudiante en licence 2 à l'EBAD. Elle a rencontré Abib Fayou Soubaro, reportage. C'est une étudiante prête à quitter le campus universitaire pour rejoindre sa famille. Sarata Mané est en licence 2 à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste. Son principal objectif n'est pas atteint pour cette année académique. La pandémie, c'est la raison pour laquelle on nous a demandé de déloger et arrêter les cours. Le délogement pédagogique était prévu pour le 31 juillet et celui social le 5 août. À quelques jours d'atteindre notre principal objectif, c'est de faire les examens du 2e semestre, mais on n'a pas pu les réaliser à cause des logements. Certains sont à leur 1er semestre. Au moins, nous, on a fait notre 1er semestre et on était à quelques jours de faire le 2e semestre. Ce jeudi, elle doit être à côté de sa mère, mais elle n'a pas de vacances car Sarata doit commencer un stage, une exigence de son école. Nous concernant, nous avons prévu de faire des stages au niveau de différentes structures. On a prévu de faire notre 2e semestre le 6 et le 7 octobre. À cause de la pandémie et de la montée fulgurante des cas de contamination, l'UCAD a fermé ses portes plus tôt que prévu. Les étudiants sont sommés de quitter les lieux. Des préparatifs tellement farfelus, des vacances précipitées, on nous a donné, donc ça peut être compliqué, vraiment, parce qu'on avait prévu de faire des examens, mais ça n'a pas abouti à cause de l'arrêt des cours et de logement des étudiants. Ils sont nombreux à plier bagages pour rejoindre leurs localités respectives. L'année académique, hélas, écourtée à cause du variant Delta. Au centre de santé, Gaspard Camara, une affaire de paiement de primes liée à la Covid-19 en passe de polluer l'atmosphère. Ils sont plus de 300 agents à réclamer le versement de cette motivation qui, il faut le rappeler, a été promise par l'autorité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous écoutons à cet effet Abdoulaye Malik Djei. Il est délégué du personnel. Il s'est exprimé au micro de Fatou Bintou Conté et Youssou Barou. Là, à Gaspard,
parce que c'est le centre. Hein? Nous sommes là en solidarité pour les agents qui n'ont encore rien reçu ou les agents qui ont reçu une partie. Nous sommes là pour réclamer cette prime Covid que le président de la République a allouée aux agents de santé du Sénégal. Voilà, le ministre de la Santé avait donné une partie pour 3 mois, 150 000, et il s'en est tenu là. Sidi Ndiaye est sorti dans les radios et télévisions, il a donné une autre partie de 150 000. Pendant ce temps, il y a des agents, au moins 79 à 99 personnes qui n'ont encore rien reçu, qui sont dans les structures comme Nabi Choucair, Wakam, ici même à Gaspard, et Nabi Choucair, Ngor, et j'en passe, centre de santé Anne-sur-Mer. Donc il y a des agents qui n'ont encore rien reçu. Et pourtant ils disent qu'ils ont décaissé 200 millions. Mais nous, on ne voit pas encore ces 200 millions-là. Parlons à présent d'un constat fait au niveau de certaines mairies de Dakar, une certaine discrimination notée dans l'octroi des certificats de résidence. Eh bien, le gouverneur de Dakar hausse le ton face à cette forfaiture. Il vient d'instruire à travers une circulaire les agents municipaux à se conformer à la loi, mais certains maires qui ne se sentent pas concernés lui reprochent sa démarche. C'est le cas notamment de l'édile de la Médina, Bamba Fall, qui demande au gouverneur de Dakar de s'adresser directement aux fautifs. Et le point, c'est toujours avec Fatou Bintou Conté et Youssou Barou. La lettre circulaire du gouverneur de Dakar sur la distribution discriminatoire des certificats de résidence par certains maires n'avait pas sa raison d'être. Pour Bamba Fall, l'édile de la Médina, l'autorité devait directement s'adresser à ces maires fautifs. Et avéré, le gouverneur aussi pouvait sommer ou avertir directement les maires suspectés, car ces pratiques sont contraires aux dispositions de la loi et pratiques républicaines. Mais néanmoins, quand même, il faut noter qu'il existe des fois des demandes un peu suspectes et flagrantes de quelques politiciens, n'est-ce pas, en connivence avec quelques délégués de quartier, cherchant à transférer un bétail électoral venant d'autres horizons. Si tel est le cas aussi, c'est un peu douteux. De toutes les façons, le maire de Ngor dédouane sa commune et clarifie que de tels agissements n'existent dans sa localité. À notre niveau, ici, dans la commune de Ngor, personne, je dis personne, et aucun parti politique ne peut dire qu'ils sont discriminés pour pouvoir disposer des certificats de résidence. Nous devions des certificats de résidence comme nous le faisions auparavant. C'est-à-dire chaque individu a droit à ce document. Nous ne nous permettons même pas, ici, dans la commune d'Angor, de renvoyer les gens jusqu'à demain ou après-demain ou même cet après-midi. Le certificat de résidence, il est automatique. Voilà. C'est un droit qu'on doit remettre aux citoyens, libre à lui d'en faire usage comme bon le lui semble. D'ailleurs, Bamba Fall explique que le maire ne doit en aucun cas s'immiscer dans la délivrance de ce papier qui est purement administratif. Les maires ne sont pas les officiers d'état civil, n'est-ce pas? Les officiers sont nommés, sont directement, n'est-ce pas, responsables de ça. Le gouverneur pouvait convoquer tous les officiers d'état civil de la région de Dakar, aussi en séminaire ou en réunion, pour les interpeller. Un papier qui, selon ces maires, ne garantit aucunement leur réélection. C'est le maire, même s'il veut être réélu, de mener son combat. C'est à lui de mener son combat par rapport à ses populations. Mais voilà, non, ce n'est pas le certificat de résidence qui nous fera gagner une mairie, non. C'est à vous de faire en sorte que les militants que vous avez et d'autres personnes qui viennent se greffer dans votre électorat puissent voter pour toi. C'est à vous de convaincre. Les changements de lieu de vote ne peuvent pas influer les résultats d'une élection. Moi, vraiment, personnellement, je n'ai aucune crainte. Mes adversaires peuvent aller chercher qui ils veulent. Ils ne peuvent pas changer le cours du vote avec ces changements. Actuellement, la délivrance de certificats de résidence fait l'objet de polémiques dans les mairies où l'action politique prend le dessus. Je vous l'annonçais en titre, 13 morts, c'est le bilan officiel de l'accident survenu dans le département de Podor entre Ndioum et Guédé-Chantier. Des chiffres confirmés par les autorités régionales. Le ministre des Transports s'est rendu tour à tour sur les lieux du drame, puis à l'hôpital pour rencontrer les blessés. Sur place, Mansour Faye recommande l'application des mesures préventives pour éviter les accidents nocturnes. Ousseynou Diop, Abibsek.
Après l'accident qui a coûté la vie à 13 personnes entre Ndioum et Podor, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, et son collègue du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale se sont déplacés sur les lieux du drame. Ils ont aussi rencontré des familles désespérées après l'accident. L'une des voitures quittait Dakar pour aller à Agnam. Mais malheureusement, le chauffeur s'est endormi. C'est ce qui est à l'origine de l'accident. Et pourtant, selon les blessés, le chauffeur qui venait de Ndioum avait averti tous les passagers quelques secondes avant l'accident. Le ministre des Transports a constaté le choc violent survenu à 8 km de Ndioum, un violent accident causé par l'un des chauffeurs. Il a aussi révélé que les 2 véhicules de transport étaient surchargés, ce qui a aggravé l'accident. Très bonne qualité. La signalisation verticale comme horizontale, elle est présente. Donc l'origine de cet accident, en réalité, c'est le facteur humain. Et il va falloir apporter maintenant des mesures sévères pour que ce genre de situation-là ne puisse plus arriver. Sur place, le ministre du Transport a annoncé des mesures pour dissuader les chauffeurs. Le surnombre est un facteur quand même qui pose problème. Aussi, il y a la difficulté au niveau des actes de transport, surtout par rapport à la régulation des horaires de transport. Sur ces questions, je pense que nous allons nous concerter avec l'ensemble des acteurs pour voir les différentes mesures à prendre, parce que quand même, il faudrait que nous soyons en mesure de réagir. Certains blessés de l'accident ont été évacués à Dakar pour des soins intensifs. L'accident a fait officiellement 13 morts et 32 blessés, dont un dans un état grave. Et puis plusieurs victimes de cet accident que vous venez de voir sur ces images étaient originaires d'Agnam. L'occasion pour nous d'aborder les précautions à prendre, notamment si l'on voyage avec la famille, car si la majeure partie du temps tout se passe bien, eh bien il arrive que le pire se produise lors de ces événements tragiques, et c'est le cas avec Oustas Mortiam, notre interlocuteur l'a vécu en l'espace de quelques minutes. Il a perdu 3 membres de sa famille. Un drame douloureux qu'il a confessé au micro de nos reporters Cheikh Diop, Pape Sangone Mbaye, reportage. Il garde encore en tête les souvenirs d'un terrible accident qui a coûté la vie à 3 membres de sa famille. Un jour, samedi inoubliable. 20 ans après, la douleur est intacte et la question des voyages en famille se pose toujours. C'est trop risqué parce que j'ai vécu cela. Depuis septembre 2001, j'ai perdu mon papa, ma mère, mon grand frère. Ce jour-là, je l'ai regroupé dans un véhicule. Le chauffeur était trop prudent, mais Dieu a décidé autrement. Au Sénégal, la recrudescence des accidents de la route, on évoque des facteurs liés aux responsabilités des chauffeurs et de l'état des routes. Le monde a changé. Parce que les choses ont beaucoup changé et au Sénégal, on trouve maintenant beaucoup de véhicules. Parlant maintenant des séries d'accidents qui sont parfois mortels, on peut imputer parfois la responsabilité à certains chauffeurs qui n'hésitent pas à rouler à vive allure. Pour réduire de manière drastique les accidents de la route, il préconise plus de vigilance. Vérifier la mécanique, les pneus, les freins, les liquides. Et surtout, ne voyage pas la nuit. Surtout, ne voyage pas la nuit. Parce que voyager la nuit, c'est trop risqué. Beaucoup de cas d'accidents notés de plus en plus dans notre pays. Suffisant pour rappeler l'importance du code de la route pour moins de pertes en vie humaine. Eh oui, la route toujours aussi meurtrière malgré les nombreuses mesures prises par l'État du Sénégal. Plus de 600 décès déclarés chaque année en dépit de l'installation d'infrastructures routières ou encore du renouvellement du parc automobile. Eh bien, c'est le constat qui est sorti, le constat fait par l'ONG West Partners Africa au sortir d'un atelier. Je vous propose d'écouter la directrice exécutive de l'organisation. Elle est au micro de Younous Diatta et Marcel Farba. Nous constatons de plus en plus que les 2 roues, les vélos-taxis, les vélomoteurs communément appelés Jakarta sont de plus en plus impliqués dans ces accidents. Donc quelque part, nous n'avons pas tenu compte des réalités socio-culturelles, c'est-à-dire les 2 roues sont culturellement
Les populations africaines sont culturellement attachées aux deux roues, mais également aux charrettes. Donc, en mettant en place des stratégies et des politiques, il fallait prendre en compte ces types de transports qui sont devenus des transports publics de voyageurs. Mais également, le facteur humain, il faut le dire, le comportement, impacte à plus de 90% dans les accidents. Mais pourquoi le comportement humain ? Il a été avéré que la plupart des accidents étaient dus aux excès de vitesse, à la consommation de drogue, de boissons énergisantes, et également au non-respect du code de la route, mais également à la qualité des pneus, que la plupart des pneus utilisés sont usagés et le renouvellement des pneus n'est pas respecté. Et puis un mot de sport avant de terminer cette édition. La Ligue sénégalaise de football professionnel a un nouveau président. Djibril Wade est élu à l'unanimité pour un mandat de 4 ans. Le président de Nyari Tali succède ainsi à Sayer Seck et Louis Lamotte. Et parmi les priorités de Djibril Wade, une meilleure gestion financière et commerciale de la Ligue. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. En attendant de se revoir, essayons de respecter les recommandations sanitaires, port du masque, application des gestes barrières. Tout de suite après moi, vous retrouvez Abdoulaye Der dans la version française de Soir d'Info. Il reçoit ce soir Mamadou Diao Faye, ancien secrétaire général du SYNPICS section RTS. Voilà pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve demain.